Docteur Noni Charbit, bonjour Boker Tov. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur Studio Kalita pour commenter une enquête qui a été publiée hier en première page massivement du Israël Hayom sur une sorte, on pourrait dire, parler de vague de satisfaction de la part des Arabes israéliens. 60% des Arabes israéliens se disent fiers apparemment d'être israéliens. 73% se sentent liés à l'État d'Israël. 82% préféreraient ne pas avoir à vivre sous un régime palestinien, mais souhaiteraient rester dans l'État d'Israël. Ce sont des données, ça peut paraître même trop beau pour être vrai. Comment réagissez-vous à ce type de sondage ou d'enquête ? Alors, vous savez, on a toujours, une sorte de vadémécum, une sorte de méthodologie pour examiner les résultats et apprécier, évaluer les résultats d'une enquête. C'est de voir qui l'a commandé. Et en général, c'est vrai qu'on précise ce qui n'est pas fait dans l'article. On précise quel est le statisticien qui est, je dirais, scientifiquement responsable des résultats. Ouais. Alors, ça n'apparaît pas. C'est un peu exceptionnel. En général, on précise. Ça s'appelle Gal Khadash. Oui, mais ça, c'est l'Institut de sondage. Moi, je parle du statisticien, de la personne, je dirais, qui, en quelque sorte, garantit le caractère scientifique, non seulement, je dirais, des résultats. Il ne s'agit pas de penser qu'il y a ici des manipulations. C'est pas du tout à ce niveau-là que ça se situe, mais il est garant, du caractère, si je puis dire, scientifique, entre guillemets, des questions qui sont posées. Comment on fait pour poser une question de telle sorte qu'on ne dicte pas la réponse auparavant, voilà. Et ça, effectivement, je n'ai pas pu m'en rendre compte. On n'a pas non plus, en gros, pour aller vite, on n'a pas toutes les données, je dirais, objectives et indispensables pour pouvoir juger, mais on va tenir. C'est pas de mettre en cause. Voilà, il s'agit pas de mettre en cause l'institut de sondage et le journal qu'il publie, mais d'essayer de réfléchir sur les enseignements de ce résultat. Alors c'est vrai que ils apparaissent, comme vous l'avez dit vous-même, trop beaux pour être vrais. En même temps, on se rend bien compte, et là je crois que ça exprime, je dirais, un sentiment qui est partagé par une grande partie de la population juive en Israël, à savoir qu'il y a certainement un décalage entre les opinions des citoyens arabes d'Israël et de leurs représentants politiques. Leurs représentants à la Knesset, on va dire. Exactement, de représentants politiques à la Knesset. Et ça, cet écart-là, on le sent, on le perçoit, et effectivement, il y a, j'ai envie de dire, il est presque normal, c'est-à-dire que la Chambre parlementaire a, pour ainsi dire, pour fonction d'exposer d'une manière très forte les tensions, les désaccords, les désagréments entre les juifs eux-mêmes, entre les laïcs et les religieux, donc entre les juifs et les arabes également, alors que on sait très bien que dans la vie sociale est toujours plus compliquée que les représentations idéologiques qui sont carrées, tranchées et qui ne permettent pas justement ces nuances. Et donc voilà, d'une certaine manière, en général, et pas simplement dans ce sondage, on constate une plus grande pluralité là où la Knesset a tendance à représenter les oppositions comme des oppositions irréductibles. Oui, bien que ce n'était pas tout à fait évident, parce que je me souviens qu'il y a 2 ans, lorsque la liste arabe unifiée s'est formée sous la présidence d'Ayman Oudeh, qui était considéré comme un modéré, eh bien, on avait le sentiment que quelque part, les Arabes israéliens avaient décidé peut-être d'être un petit peu moins, de se doter d'une représentation peut-être un peu moins radicale, et qu'on fondait certains espoirs sur un homme comme Ayman Oudeh. Et finalement, on a le sentiment 2 ans après qu'à la Knesset, c'est véritablement un front assez radical qui donne la parole surtout à des députés comme ceux du Balad qui sont très radicaux. On a vu l'affaire Bassam Gattez qui a été reconnu coupable d'avoir infiltré des téléphones illégalement dans une prison israélienne. On a le sentiment que effectivement il y a un véritable décalage entre
les élus, même les élus locaux, on va dire, hein, les maires, les responsables, les présidents de conseils régionaux et locaux dans le secteur arabe israélien et les députés. On l'a même vu je me souviens d'un reportage de la seconde chaîne de télévision, on voyait le maire de Nazareth fustiger Ayman Oudeh ou fustiger un élu de la liste arabe unifiée. Il y a de véritables tensions entre les élus locaux et les élus nationaux à la Knesset dans le secteur arabe? Oui, certainement. Alors tout d'abord, ce que vous avez noté, Daniel, est lié au système proportionnel. Dans le système proportionnel, vous ne désignez pas vos représentants. C'est une liste que vous prenez en bloc. Alors, à plus forte raison, quand il y a 3 partis qui sont ensemble. Et donc, du coup, c'est vrai que même s'il y avait des voix, il y en a, hein, je veux dire, il faut absolument pas croire que la liste unifiée, ou la liste commune, plus exactement, est une liste idéologiquement, comment dirais-je, homogène. Pas du tout. Il y a énormément de différences entre les tendances plus islamistes ou plus religieuses, entre les tendances plus nationalistes et les autres effectivement un peu plus civiques. Alors c'est vrai que là aussi, vous citez le cas du maire de Nazareth, c'est vrai que les intérêts d'un élu local ne sont, j'ai presque envie de dire, diamétralement opposés aux intérêts des députés. Les députés ont une fonction, comme nous disons dans notre jargon, une fonction tribunicienne. C'est le seul moyen qu'ils ont de se faire entendre. Et donc la palme est toujours donnée. Mais c'est également vrai du côté juif. Elle est donnée à qui? À celui qui parle le plus fort, à celui qui sera le plus provocateur. Regardez le destin de Miri Regev. Je veux dire, il y a quelque chose, si vous voulez, encore une fois, c'est pas lié au fait que l'un soit juif ou l'autre soit arabe, mais lié au fait que voilà, la Knesset est une caisse de résonance. Alors je serai le dernier à faire ici le procès des médias, mais c'est vrai que il y a un usage de la liberté de parole à la Knesset, et en même temps c'est normal, elle est faite pour ça, mais qui est beaucoup plus, je dirais, à des antipodes de ce que les gens s'autorisent eux-mêmes lorsqu'ils parlent. Je veux dire, et c'est valable pour les ultra-orthodoxes. Je veux dire, là-dessus, de ce point de vue-là, la Knesset fait bien le travail. Elle socialise tout le monde dans le même, je dirais, pratiquement dans le même moule, même si tout le monde, bien sûr, n'est pas extrémiste, fanatique et sait surveiller ses propos. Mais pour en revenir, je dirais, au sondage. Oui, parce que quelles sont les grandes tendances aujourd'hui dans le secteur arabe israélien? Est-ce qu'effectivement, comme semble l'affirmer ce sondage, eh bien, les Arabes israéliens manifestent une certaine forme de loyauté ou de fidélité envers l'État d'Israël? Ils se sentent israéliens ou bien, comme certains d'entre eux se présentent, ils sont avant tout palestiniens? Alors, la question est très bien posée. Je vais essayer d'y répondre le plus rapidement possible. Alors, tout d'abord, je dirais que il n'y a pas une forme de loyauté. Ils sont loyaux dans la mesure où ils respectent les lois. Un point, c'est tout. Oui. Là-dessus, il ne faut pas employer des circonvolutions. À partir du moment où quelqu'un respecte les lois, il est loyal. Point. Il n'y a pas d'autre examen, y compris celui de la Tikva, etc., pour mesurer la loyauté. Je parle bien de la loyauté. Je ne parle pas forcément du sentiment affectif, là, effectivement, où les Arabes israéliens sont certainement en décalage avec le reste de la population juive en Israël. Mais néanmoins, et c'est là où il faut énormément de nuances lorsqu'on parle des Arabes israéliens. Pourquoi? Parce que on a tendance à penser que pour comprendre leurs conditions, c'est ou l'un ou l'autre, ou tout blanc ou tout noir. Eh bien non, ça peut être des tendances contradictoires. Je vais vous donner un exemple. D'un côté, c'est très clair qu'il y a une israélianisation croissante de la population arabe d'Israël. Et notamment dans la jeune génération, nous prenons tous aujourd'hui, enfin ceux qui habitent dans le centre, prenons beaucoup le train, qui dessert bien entendu toute la population, y compris la population arabe. Et très souvent, vous entendrez des jeunes arabes israéliens qui parlent donc en arabe et qui vont truffer leur conversation de mots d'hébreu. Donc voilà, ça passe ne serait-ce que par la langue. On voit que la maîtrise de la langue hébraïque est bien meilleure qu'elle ne l'était auparavant. Et à partir du moment où vous apprenez une langue, même si vous avez des différents idéologies, politiques, etc., quelque part, vous faites partie de cette communauté politique. Je ne dis pas nationale, mais cette communauté politique, puisque c'est là-dessus qu'est fondé le modèle israélien qui distingue entre la communauté politique et la communauté nationale. Mais il y a autre chose, et j'apporterai que cet exemple-là. L'ouverture à la communication. Okay, il y a 40 ans, la seule télévision que les Arabes israéliens pouvaient voir globalement, c'était la télévision israélienne en hébreu avec les émissions arabes et parfois la télévision jordanienne. Aujourd'hui, ils peuvent tout voir. Et donc, vous voyez, ne serait-ce que ça, les expose à des tendances multiples. Et je terminerai là-dessus. Quand on les interroge sur
la manière dont il se définit, eh bien, on voit, j'ai envie de dire, pour ainsi dire, la même diversité, la même pluralité de qualificatifs qu'on voit du côté juif. Côté juif, on va hésiter entre juifs, israéliens, séfarades, ashkénazes, religieux, non religieux. Du côté arabe, lorsqu'on les interroge, eh bien, ils vont hésiter entre israéliens, palestiniens, arabes, musulmans. Voilà. Et donc, on retrouve cette palette. Alors, c'est vrai que il y aura beaucoup plus de gens parmi les juifs qui se définissent comme israéliens que d'arabes qui se définissent d'abord et avant tout comme israéliens. Alors, justement, parallèlement ou paradoxalement avec cette ouverture dont vous parliez, en particulier auprès des jeunes, on a aussi le sentiment d'une radicalisation. L'influence de personnalités telles que le Cheikh Raed Salah avec le mouvement islamiste, la branche nord du mouvement islamiste qui a été mise hors la loi, c'est une personnalité qui a un impact, on va dire, par exemple, dans le triangle de Galilée, en particulier dans la ville d'Oum el-Fachem. Il y a une forme de radicalisation aussi. C'est-à-dire, on a le sentiment que parfois, eh bien, qu'une partie du secteur arabe israélien aspire véritablement à une ouverture, vers l'Occident, vers la démocratie. Et de l'autre côté, il est très attiré également par les messages idéologiques et radicaux islamistes de gens comme Raed Salah. Alors, effectivement, là aussi, il faut avoir une vision pluraliste et pas se contenter d'un aspect de la chose parce que vous oubliez l'autre. Concernant l'occidentalisation, la démographie le prouve. Aujourd'hui, la natalité en milieu arabe-israélien est inférieure à la natalité en milieu juif. Elle se situe, laissons tomber la comparaison, elle se situe aujourd'hui à 3, l'indice de natalité à 3,13. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est passé, dans 50 ans, on est passé à une situation où une femme avait 6 ou 7 ou 8 enfants, à une situation où en moyenne, elle n'en a plus que 3. Et ça, bien entendu, c'est un facteur d'occidentalisation qui est indéniable. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, la radicalité. Bien sûr, alors ça, vous avez les deux. C'est-à-dire, vous avez ça, sociologiquement, les choses sont très, très faciles à expliquer. Lorsque vous êtes bien intégré sur le plan professionnel, vous êtes médecin, vous êtes avocat, etc. Il y a toujours les deux possibilités. Soit vous conformez, en quelque sorte, votre statut social, professionnel avec je dirais le mainstream, et donc du coup vous allez être, vous allez vous sentir complètement intégré et vous allez mettre une pédale douce sur vos engagements idéologiques, politiques trop marqués. Soit vous avez également, avec le même type de parcours professionnel brillant et réussi, et ça va vous donner des révolutionnaires. C'est-à-dire des gens qui ne vont pas supporter le fait que d'un côté, professionnellement parlant, ils sont parfaitement intégrés, mais ethniquement parlant, ils sont au bas de l'échelle. Et c'est clair que ça aussi, c'est le défi qui est lancé à l'État d'Israël. À plus forte raison, si l'indice de satisfaction est augmente, comment réagit-on en Israël à cela? Qu'est-ce que font les pouvoirs publics? Et là, on peut pas et là, tous les sondages n'y aideront en rien. Tous les indicateurs sociaux montrent que dans la comparaison juif-arabe, lorsqu'il s'agit d'indicateurs positifs, les juifs sont en nette position, en position nettement plus avancée par rapport aux arabes israéliens. Et ça, et en revanche, quand les indicateurs sont négatifs, population carcérale, etc., on pourrait prendre plein d'indicateurs, quand les chômage, etc., bien entendu que la population arabe est toujours loin derrière. Alors, moi je dis toujours, on doit regarder également l'évolution dans l'histoire, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé dans tel ou tel domaine depuis un demi-siècle. Et on verra effectivement que les progrès sont assez significatifs, mais globalement, je dirais que ça ne se situe pas simplement au niveau des indicateurs statistiques, mais dans la perception des gens. Est-ce que nous sommes, conscients, nous, juifs, citoyens israéliens, est-ce que nous sommes véritablement convaincus que cet État leur appartient? La réponse est non. Et je dirais que tant que ça demeure, eh bien, en dépit des indices de satisfaction, vous aurez toujours, ce sentiment-là entre une intégration discrète, mais sans aller effectivement jusqu'à dire vive Israël, etc. Même si dans les sondages ils pourront le dire, mais ça n'ira pas plus loin parce que vous aurez toujours à la fois le poids de l'histoire et de la mémoire, ça on ne peut pas l'oublier, et le sentiment que cette intégration, c'est eux qui la font. On les voit de plus en plus présents dans les institutions, aujourd'hui dans les dispensaires médicaux, à la poste, etc. Donc là, l'économie libérale, pour le coup, nous les rend plus visibles que dans le passé. Mais d'un autre côté, c'est clair qu'il y a idéologiquement parlant, il y a une sorte de fossé que le gouvernement
surtout ces dernières années, aggrave en prenant des tas de lois. Repensez aux dernières lois qui sont votées, les lois les plus significatives qui sont discutées, en tout cas, sinon encore définitivement promulguées. Elles visent toutes à considérer en quelque sorte que, en dépit de ces sondages, tous les Arabes israéliens sont des radicaux et donc il faut s'en prémunir. Eh bien, écoutez, docteur Denis Charbit, merci beaucoup pour nous avoir éclairé sur cette partie de la société israélienne, mais d'une certaine manière, vous nous avez donné envie d'en savoir plus sur cette société israélienne extrêmement riche et extrêmement passionnante. Alors, je voudrais peut-être en profiter pour inviter nos auditeurs, ceux qui nous écoutent ce matin, à venir vous entendre ce soir, puisque ce soir, vous donnez une conférence à l'université de Tel Aviv, dans le bâtiment du Sénat. Donc ce soir à 19h, une conférence qui est organisée par l'Association des Amis francophones de l'Université de Tel Aviv, qui portera justement sur le système politique, les familles politiques en Israël, les premiers repères. C'est une conférence qui s'adresse, on va dire, essentiellement aux Olim Khadashim, aux nouveaux immigrants qui sont arrivés, qui ont besoin justement de repères pour mieux comprendre la complexité de cette société israélienne, mieux comprendre le système politique israélien. Alors, on ne peut qu'inviter nos auditeurs à venir écouter votre conférence donc ce soir à 19h au bâtiment du Sénat de l'Université de Tel Aviv. Merci encore d'avoir été avec nous ce matin sur Studio Kalita. Bonne journée. Merci. Bonne journée. Voilà, il est 8h28 sur Studio Kalita. Nous allons marquer une petite pause et on se retrouve dans quelques instants avec Eliana Gurfinkel pour sa chronique Un jour, notre histoire.